Eh ben, écoutez, bienvenue à tous dans cette semaine qui est consacrée un petit peu à l'UBB, on va dire, puisqu'on a reçu les équipes de l'UBB. Quand est-ce que c'était? Mardi? Mardi pour une signature de partenariat. Eh bien, aujourd'hui, on va accueillir Laurent Ferrer, qui est manager de l'UBB à 7, l'équipe de rugby à 7 de l'UBB. Et donc, Laurent avait fait une conférence sur le management d'équipe auquel Anne-France et puis Flavie avaient participé, les membres ici de l'équipe. Elles avaient trouvé ça très intéressant et effectivement émis l'idée de partager cette expérience ici avec les gens de l'IHU pour que, à la fin de la journée, chacun puisse repartir à la maison avec des petits tips et des idées extraordinaires pour le bien vivre ensemble. Alors, je suis très ravie de vous avoir aujourd'hui pour nous faire ce partage d'expérience. Suivant votre conférence, il y aura ensuite un petit match de rugby à 7 sous votre égide, puisque vous leur direz attention, les coups bas, là, il n'y en a pas, on est d'accord. Et puis ensuite, après ça, eh bien, vous êtes invité à un Friday Drink pour clôturer cet événement sympathique. Très bien. Donc Laurent, eh bien, je vous laisse la parole. Bon, très bien, merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. En tout cas, je ne sais pas si je vais parler au micro. Je crois que normalement, j'ai la voix qui me permet d'être entendu par tous. Je vous remercie en tout cas déjà de m'accueillir. Pour commencer, c'est un exercice que j'habite de faire très souvent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, on va proposer de faire une présentation de management. Je ne sais pas, mais en tout cas, on va dire des choses de la façon dont j'ai élaboré ce projet. On a élaboré ce projet et en tout cas, c'est des répercussions qui peuvent y avoir sur le PA7 en France en général. Donc, pour commencer, il me semblait que c'était essentiel parce que ça raconte aussi un petit peu une histoire. J'ai 43 ans, je suis marié à Séverine et j'ai 3 garçons de 20 ans, justement, puis aussi étudiants. Un petit Pablo de 13 ans, un petit Gaspard. Moi, j'ai commencé ma carrière tout simplement à l'Esnay-en-Corbière, c'est l'île du sud de la France, entre Narbonne et Carcassonne, pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, moi, au départ, la seule envie que j'avais, c'était de jouer au rugby avec mes copains. Et les idoles, les joueurs de première village. Puis il s'est avéré que j'avais peut-être quelque chose pour ce jeu-là. J'ai eu la chance de pouvoir partir en Angleterre aussi pendant 5 mois en 2001. Et ensuite, ça m'a permis de devenir professionnel. Je suis passé respectivement par Narbonne et Béziers. JUBB, j'ai joué 5 ans, j'avais participé à 2014, donc en 2011. Et ensuite, la loi du sport, parfois il y a des joueurs meilleurs, donc du coup, je j'invite, c'est le métier. Donc j'ai fini ma carrière à Brive, et là, je ne savais plus trop quoi faire, parce que je vais switcher un petit peu sur ma formation en fait de base. Donc, comment j'étais attiré par le rugby. Et avant ça, j'ai passé un CAP de maçonnerie et de plâtrerie, tout simplement parce que dans la famille, il y a des maçons, et que c'est comme ça que ça allait se passer. Sauf que quand j'ai terminé ma carrière en 2014 en Brive, avec tout le respect que j'ai pour la profession, je ne voyais pas repartir sur le chantier. Il me semblait que je n'avais pas fini mon travail dans mon activité qui était le rugby. Et bien des années plus tard, il me semble que je fais la même chose que quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que pour moi, je suis toujours dans le rugby. Et ça, c'est d'avoir une chance par rapport à ça. Durant ma carrière, pour avoir un petit peu le parallèle avec le rugby à 7, c'est que très rapidement, quand je suis passé à 15, parce que je n'ai pas précisé, et au début de ma carrière, je joue au rugby à 13. Il y a un autre sport, donc du coup, il a fallu s'adapter. Et je suis passé par le rugby à 7, qui m'a permis à 20 ans, 22 ans, de faire mes premiers voyages déjà, donc on part en Angleterre. Le rugby à 7 m'a permis de voyager à travers le monde, que ce soit en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, à Hong Kong, à Singapour, à Dubaï, encore d'autres. J'ai eu la chance de participer à 2 Coupes du Monde de rugby à 7, en 2005 à Hong Kong et en 2009 à Dubaï.
Et juste avant, si vous avez suivi l'équipe de cassette, l'équipe de France a remporté avec Antoine Dupont, il y a 2 mois environ, le second tournoi international, la World Series, qui est la compétition mondiale de la 7 nationale. Et en enseigne, un qui avait été gagné en 30 ans d'expérience, c'était à Paris en 2005, et j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe-là. On a presque plus parlé un moment après qu'Antoine Dupont a gagné que par les avant. Bref, quand je suis revenu donc, après, en 2014, il a fallu que je retourne à l'école, et je me suis inscrit à mon DEGEPS à Marcoussis. Il y a des organismes à Gironde qui permettent de le proposer. Mais moi, j'avais le revenu du Sud-Ouest et je le connais. Diplôme d'État de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Donc, en fait, ça me permettait d'avoir un métier dans le sport. Et du coup, j'ai préféré le faire à Paris et à Marcoussis, tout simplement parce que le revenu du Sud-Ouest, je le connais. On le connaît tous. J'ai envie de connaître, de savoir pourquoi et comment, en tout cas, dans le nord de la France, dans l'Est, dans la Bretagne, on pouvait avoir la réflexion qu'ils avaient par rapport au rugby. Donc, c'était pour une richesse. Ça m'a amené, le DE, à entraîner d'abord dans des petits clubs de la région, des clubs amateurs comme Lormont, Mérignac, Blaye ou Forêt. Et en fait, ça aussi, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que des joueurs de très bon niveau, il n'y a pas que des professionnels aussi, même des joueurs amateurs, en fait, peuvent être performants et avoir leur place dans le sport professionnel, ou en tout cas du sport de haut niveau, pas que professionnel. Et ensuite, en 2018, je suis revenu à l'UBB, tout d'abord dans le rôle de. J'étais responsable de l'école de rugby, notamment sur le monde de 14, essayer de voir un peu, parler de moi, il fallait que je parte du début pour essayer de monter, pour voir, pour comprendre. Il me semble que j'ai tout fait comme ça, et c'est ce que j'essaie de faire. Et ensuite, en 2020, dans l'ordre des choses, j'ai passé le DES, qui est le diplôme de supérieur, du coup, qui est le diplôme qui permet d'entraîner en 14 ou professionnel, et qui m'a permis aussi, du coup, de par ce fait, de développer le projet pour lequel je suis. Et donc, c'est l'intervalle de 5 ans qui est assez classique pour passer du DE au DES, ou vous l'avez fait un peu? Non, on aurait pu l'avoir, mais pour pouvoir passer le DES, il faut déjà être dans une structure professionnelle. Donc, en fait, il faut essayer d'abord de rentrer dans la structure pour pouvoir s'inscrire dans une équipe à la formation. J'ai d'abord eu la chance de pouvoir rentrer à l'UBB, mais au DES, en fait, c'était un diplôme de l'IA15. Et quand je me suis inscrit, ça fait 13 ans qu'il existait, et je suis le premier candidat à avoir fait un projet de rugby à 7. Ça s'était fait, donc j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer là-dedans, mais le plus dur, c'est que j'ai arrêté l'école au 3e. Aïe, oui, parce que comme vous avez dit dans son bruit, et syntaxe et tout ça, c'était assez difficile. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivé au DE, en 2015, ben en fait, j'avais jamais utilisé d'ordinateur de ma vie. Et j'avais 35 ans. Donc, quand je suis arrivé à la formation, je suis arrivé, et j'ai demandé est-ce que c'était obligatoire d'avoir un ordinateur. Ils ont tous rigolé. Et du coup, il a fallu quand même plusieurs années avant que je puisse me familiariser avec cet outil. Donc voilà, le cheminement, le DEGM sur le rugby à 7, parce qu'il y a un projet derrière. Donc, quelques dates sur le rugby à 7 et sur la construction de en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, il y a eu la création d'une discipline, c'est-à-dire qu'il y a la création, il y a des associations en fait, qui sont des clubs de rugby à 7 qui jouent exclusivement l'été. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs de rugby à 7 sont des joueurs de rugby à 15. Donc en fait, en 2016, il y a eu cette création. En 2019, il y a eu un circuit européen qui a été fait avec plusieurs dates. Et en 2020, donc, la première édition des 2025 Super 7, qui comme le projet en 2020, ont dû s'éteindre un petit peu pendant quelques mois. Et en 2022, c'était le rélancement du projet BB7, voilà, qu'on a développé, qu'on a essayé de mettre en place. Donc l'idée, en fait, c'était d'essayer de mettre un projet cohérent, structuré, parce que le rugby à 7, en fait, on s'en rend compte qu'il est beaucoup plus développé dans le monde, en fait, qu'en France. En 2021, il y a eu 2 fois plus d'inscrits sur la planète, dû exclusivement au rugby à 7 et au rugby féminin. Et en France, on est encore sur le carcan, en fait, ils sont
historique et culturel que je respecte, parce que j'ai le rugby à 7, j'ai le rugby à 15, le rugby à 16, à 15. Aujourd'hui, c'est vraiment une institution en France, c'est vraiment un sport très médiatisé, avec des joueurs qui ont quand même plutôt des valeurs, et c'est ce qu'on recherche aussi sur le rugby-là. Mais en fait, on peut essayer de faire autre chose pour les autres joueurs. L'idée, c'est de développer aussi chez les enfants, avec des camps de jeunes, déjà, essayer de les amener sur le rugby à 7, essayer de faire un tournoi sur Bègle, quelque chose qui deviendra dans le futur, quelque chose de conséquent. Et ensuite, c'est de faire des tournois et essayer de préparer des joueurs amateurs pour faire la compétition professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voulait pas du tout se faire des joueurs professionnels pour faire la compétition professionnelle, et ça a plutôt pas mal fonctionné. Donc en fait, ça c'est les plusieurs points qu'on essaie de développer sur l'innovation, parce que par rapport à ce que vous prenez les informations, même si c'est des liens, et après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire parce que je parle. Innovation par rapport au rugby à 7, et en tout cas être le premier club en Europe aujourd'hui professionnel à pouvoir créer une rugby à 7. Donc il n'y a pas d'autres clubs professionnels. On m'appelle, et juste avant d'arriver, même La Rochelle m'a appelé, le directeur sportif de La Rochelle, pour me demander comment on avait fait le projet. Donc je leur ai pas donné parce que c'est La Rochelle. Après, je veux le faire parce que l'idée, en fait, c'est que c'est tous les clubs de France, et qu'il y a une vraie compétition sur un an, et qu'il y a un vrai export olympique, et qu'il y a quelque chose qui se développe. On essaye de construire un projet pour la suite pour avoir du niveau. Et ensuite, sur les formations, il me semblait que pour les joueurs à 7, il y avait quelque chose à aller voir chez les étudiants. En fait, aujourd'hui, un joueur de 14 ans qui arrive dans une centre de formation à 18 ans, 100% ne sera pas médecin. Parce qu'aujourd'hui, quand on est à 18 ans, on s'entraîne 4 fois par semaine du matin au soir, à part faire peut-être travailler dans la gestion du patrimoine, ils ont plutôt faire ça, parce que l'Italie a quand même beaucoup d'argent dans le rugby, même si on n'est pas encore dans les sphères de football, mais on s'y rapproche de plus en plus. Donc en fait, avec ces joueurs étudiants, on est peut-être en mesure de calquer en fait, un double projet, comme on peut se faire dans le sport olympique. Les sportifs olympiques qui sont en 17 notamment, qui sont capables de mettre de projets, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des profils et des joueurs qui n'avaient pas eu accès au très haut niveau, pour une raison, parce qu'à 15 ans, on n'est pas tous égaux, puis qu'à 15 ans, on peut être un bon et pas un plus tard, sauf qu'en fait, il faut essayer de permettre à d'autres d'essayer d'y arriver. Donc ensuite, ça, c'est la formation sur le recrutement. L'image de marque, c'est pour essayer d'aller aussi chercher un nouveau public et essayer d'être connu un jour, essayer de regarder un match de rugby à 7, en 30 minutes, en 15 minutes, c'est bien à faire. Il y a vraiment une émotion quand on regarde ça, et c'est vraiment, c'est vraiment tous les scénarios, et c'est quelque chose qui est très télégique, en tout cas, c'est pas du tout mal. Ensuite, c'est la création de contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on est en mesure de créer d'autres emplois aussi via cette structure? Et puis vraiment travailler avec le territoire, les clubs, énormément de clubs sur la région, plus de 26 clubs autour de Bordeaux qui sont dans le niveau amateur. C'est une grande périphérie, comme des joueurs en fait qu'il y en a. Et si on compare par rapport à Toulouse, par exemple, on a le même nombre de licenciés à peu près sur la région de Toulouse, sur les jeunes. Ils ont 4 ou 5 équipes de niveau élite, alors qu'à Bordeaux, on en a qu'une. Donc en fait, essayer de recruter aussi, de pouvoir former aussi de bons joueurs tout en masse dans le territoire. Donc le développement de partenariats, aujourd'hui, dans ce projet, il est soutenu par deux gros sponsors qui sont aussi sponsors de l'UBB, qui sont Sénat Santé Animale et Pacagé, qui sont et on a été rejoint par Bertric et par EFSA, qui sont aussi deux gros partenaires du club, qui va nous permettre de développer encore plus, de pouvoir peut-être attirer de très bons joueurs au niveau de cette super saison, et de participer à avoir une grosse visibilité pour développer le projet. Et après, le projet commercial. Laurent, je vous arrête juste un petit moment. Comme vous dites que vous allez chercher, vous former des jeunes et tout. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez dans les clubs, les différents clubs régionaux, vous faire remonter des profils qui sont capables de jouer. Comment ça se passe? En fait, entre 2014 et 2023, parce qu'en parallèle de la 7, j'ai entraîné aussi avec le manager. Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir vraiment un lien avec ça. C'est essentiel pour moi d'être connecté au rugby amateur et à ces jeunes-là. Le rugby, encore une fois, c'est pas que le rugby professionnel, c'est pas que le joueur à élite.
Et je ne vois pas pourquoi des joueurs amateurs ne pourraient pas bénéficier de cette expertise. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'être dans la fine carrière professionnelle, de se diriger vers la carrière professionnelle pour pouvoir avoir beaucoup d'argent et être encore. Pour moi, c'est ce qui m'intéressait. À la sortie de mon DES, j'ai eu l'opportunité d'aller à un Pro 2. Et c'est ce que je recherchais à un moment donné, mais je n'ai pas voulu, parce que j'avais envie d'être libre, parce que j'avais envie de faire. J'ai plutôt été toujours comme ça, et c'est ce qui m'a mis de pouvoir en fait être libre de mes choix, de mes actions, de ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des journées. Je n'ai pas fait de sa formation, j'ai juste fait parce que j'ai rencontré de bonnes personnes, de bons coachs jeunes qui m'ont fait ça, qui m'ont donné l'envie de faire ça. Moi, c'est juste la condition que j'ai envie de rendre ça à des jeunes aussi qui n'ont pas forcément l'opportunité de se mettre ancrés. Après, t'as vu, les sorts, il y a un souci par rapport à ça, c'est pas des non plus. Mais en tout cas, j'ai donné l'opportunité à ceux qui avaient envie de pouvoir essayer de le développer. Et ça, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et nous voulons amener l'UBB7 sur une performance sanitaire, c'est-à-dire vraiment être ancré en France, dans le territoire, en tant que pionnier de la création de ce club-là. Il y a un mois de ça, pour une petite anecdote, on est parti dans Hong Kong aussi. Hong Kong est la mecque de Kenya à cette édition. Ils ont tournoi avec 50 000 personnes, c'est quelque chose d'assez incroyable. On est allé pour plusieurs raisons. Déjà, pour voir si ça valait la peine de pouvoir inscrire une équipe sur les prochaines éditions. Avec nos jeunes, parce que nos jeunes ont le niveau, on s'est rendu compte que donc il fallait les aider, parce que ça tape très fort, il y a beaucoup de grosses équipes. Donc ça aussi, c'est la performance identitaire pour pouvoir développer ce projet-là. La performance sportive, parce que le projet, il faut qu'il y ait des résultats. Et tout, il faut qu'il y ait des résultats. Il y a des gens qui ont de l'argent dedans. On a des objectifs à respecter. Et des performances financières, on est sur le long terme. On ne peut pas savoir, à un moment donné, les partenaires qui nous ont aidés, c'est vraiment un pari. On espère qu'il y aura une retombée. Il y en a eu un petit peu, on verra sur le long terme. Mais très sincèrement, moi, c'est pas beaucoup qu'on sort. Et à la limite, ça ne m'aurait pas. On va passer un peu plus sur les parties sportives. En tout cas, moi, j'essaye de manager mon équipe et mon projet. Et pour la raison pour laquelle je n'avais pas envie d'être dans une salle avec des personnes qui disent quoi faire, ça c'est bien, mais j'ai envie de faire moi aussi comme je le vois, et j'avais l'opportunité. Pour moi, quand il simplifie, passe après, il y en a un autre. Pour moi, si le stade est performant, si la performance collective, elle est présente, la performance de la structure, c'est établissement, on a la chance de bénéficier d'une structure de l'UB, donc c'est quand même des trucs technologiques, c'est pour la salle de muscu, avec l'accès au terrain, de pouvoir être en présence de ce professionnel pour les joueurs amateurs, c'est tout le temps gratifiant, et évidemment la performance du joueur. Et ensuite, ce qu'on voit en environnement médiatique, socio-économique, artistique, c'est tout ce qui se passe autour pour essayer de se protéger et de faire notre but par rapport à ça. Et on s'est rendu compte en fait que là, si on remplit toutes les cases, à tous les niveaux, c'est-à-dire que si le joueur il est performant dans ses habiletés techniques, motrices, cognitives, sociales, mentales, si on coche tout, ben on ne sera pas le mieux de victoire. Ça, c'est une certitude. Et pour que ça fonctionne, ben, il faut essayer de chapeauter ça et être un petit peu pervers. C'est ça, je dis, c'est comme les gosses. Il faut avoir pervers. Il faut avoir de l'autorité, mais moi, je l'oublie. Donc, il faut relativiser, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Mais l'oubli, c'est plutôt c'est le jeu là-bas. Donc, en fait, il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Mais en tout cas, d'un point de vue performance, il me semble que quand on respecte ça, on essaie de se développer avec mon équipe pour essayer d'avoir des résultats. Quand j'ai commencé mon projet, pour moi, le rugby à 7, ça représente ces deux mondes, en fait. C'est jouer et les aventures qu'on va vivre. Donc, moi, c'était ce qui était intéressant par rapport à ça. Et ensuite, cette année, ça, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, donc en fait, c'était la suite. Et tout à l'heure en voyage, je me suis dit que je pouvais faire. Donc, en fait, c'est notre troisième saison de ce projet. Et en 3 ans, pour la faire courte, en 2022, en fait, on était sur le circuit de développement. Donc, en 2 tournois, on a réussi à se qualifier pour le circuit élite, qui est le premier division de 2017. Et la première année, avec ces joueurs amateurs, on a réussi à se qualifier pour la finale de 2017 Super Saiyan. C'était quand même une performance. La deuxième année, donc l'année dernière,
on était sur le circuit élite, on était champion de France sur le circuit élite, avec notre unique communauté. On a réussi champion de France, et sur une extension, on a fait une finale et on a gagné une étape. Malheureusement, il a été marche sur le dernier tournoi final, mais en tout cas, on a vraiment avancé avec des jeunes qui, 18 mois avant, n'avaient jamais joué au rugby. Donc, on a essayé de se faire, en plus de ça, notre modèle de jeu, comment nous, on voulait jouer, comment moi, je voulais jouer le rugby par rapport à ce que j'avais amené, parce que j'avais joué, c'est remettre, je ne sais pas forcément ce que c'est, mais pour moi, le rugby, ça reste quand même de rugby, c'est juste des principes qui sont un peu différents. Puis donc, en fait, voilà, c'est des mots pour faire comprendre aussi avec gars, des petites phrases. Et surtout que dans la leçon de vie, c'est que parfois, ce sont des circuits, on va dire aussi. Et ça, c'était pas de moi, et ça m'a fait kiffer de mettre un petit peu de chercher. Ça fait bien, c'est clair. Voilà. Comment transformer un groupe en équipe? Moi, il me semble qu'il y a vraiment pris ce triangle. Parce que j'aime pas les choses compliquées, à un moment donné, la relation entre les gens, elle doit être saine, elle doit rester saine, tout en se respectant. Donc en fait, c'est la relation qu'on doit tous avoir au sein de notre cercle, c'est ça le central. C'est la relation, la cohésion. Elle est là, déjà, on a fait de bons points, les joueurs ne se suivent peut-être les uns pour les autres, et l'entraide, dans l'équipe, ça va beaucoup mieux. Et encore une fois, c'est la même chose à la maison, dans la famille. Si tout le monde s'entraide, généralement, on va beaucoup plus haut, et la relation, ça permet un peu plus seul, ça fait trois, comme ça, les jours, on a fait ça. C'est vrai, en fait. Donc, si en fait, on en rajoute, on a les mêmes idées qu'on les partage, mais ça, on ne peut pas avoir des résultats. Donc, l'organisation, ça c'est le staff une fois, après, c'est les objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de mettre. Et ensuite, une fois qu'on est en sportif, c'est être capable de communiquer sans hiérarchie, sans contrainte, échanger avec moi, de parler de tout, et d'essayer d'être à l'aise par rapport à ça. C'est les conditions d'efficacité pour moi d'une équipe, c'est que c'est des choses plutôt simples, plutôt bateau, mais en tout cas, c'est s'informer les uns sur les autres. Comment on décide, on essaie de faire les choses correctement, que les personnes s'apprécient. Si vraiment, parfois, il y a une obligation au milieu, il faut de le percevoir. Si déjà les rejeter, ça va mettre quelque chose qui n'est pas bien. Par exemple, Aimé Jacquet, il y a 98 à tout le monde, il est en dans l'équipe, parce que peut-être que ça n'avait pas fonctionné avec Zidane, avec ce qui est arrivé. Ça demande d'autres exemples, mais celui-là, qui est plutôt bon. L'utilisation maximale des ressources des personnes, parce qu'à un moment donné, tout ce projet, c'est pas comme le staff. En UBB, ils sont 24 le staff. Il y a des personnes pour chaque lot. Nous, on n'est pas 24, donc on peut toujours mettre en patte, que ce soit les joueurs, que ce soit tous les staffs, l'analyste vidéo, les kinés, on essaie de tout mettre en salle, et c'est vrai que quand on est tout dans la patte, ça oblige aussi tout le monde à faire un petit peu. Quand on met un petit peu, il y a beaucoup de monde à faire. Communication claire, les objectifs adaptés aussi, le sentiment d'interdépendance. C'est important ça aussi, hein. C'est-à-dire que se sentir important quelque part, c'est toujours bien. Quand on part en voyage, quand on part en déplacement, de respecter les personnels des établissements, d'être poli. Parce que je me suis rendu compte que pendant un voyage, que le français n'est pas toujours bien perçu à l'étranger. Et ça coule boule quand même. C'est pas vrai, on n'est pas comme ça. Et moi, c'est vrai que le monde peut être quand même très loin. Il y a un versant de rythme qui est à la limite du border. Ça, il faut le prendre en place. Donc, là, on essaie de le caler et pour mon équipe. Mais en tout cas, quand on part jouer à l'étranger, voilà, c'est montrer du beau image, parce qu'on a tout. On voit notre professionnel aussi dans cette place. On représente aussi qu'on va à l'étranger. La France, c'est des personnes qui vont nous voir. Si on n'est pas, on va dire, ouais, c'est quoi? Ou les Espagnols pour un force de plage. Donc voilà, participation au leadership. Voilà, tout le temps des groupes avec des jeunes, des anciens. On essaie de faire remonter les idées pour essayer de se faire à tout le monde, tout simplement. L'acceptation des points de vue des personnes minoritaires, c'est important. On essaie de l'écouter. Et pour moi, j'essaie de m'appuyer sur 7 points pour le management, parce que, encore une fois, j'aime pas trop, si j'avais beaucoup trop, on va pas pouvoir tout faire. Autant on pas mettre beaucoup et essayer de respecter ce cadre-là. Pour moi, les joueurs, je suis obligé de les mettre dans la mission, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir, qu'est-ce qui va se passer. Moi, les joueurs que j'ai, c'est des joueurs amateurs qui sont habitués à jouer avec des petits terrains, des chabrais.
Donc, à mesure qu'on se retrouve à l'arrière, à les personnes, ça fait quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut leur donner envie de pouvoir jouer, il faut leur donner envie aussi de ne pas prendre le boulot, de jouer en vrai, il faut laisser les armées sur tout bord. La passion, la sublimer, la transmettre, c'est à moi, je crois. Donc, en fait, juste parce que je suis là, parce qu'on est là, et parce qu'on le fait transpirer, je crois que mes joueurs, en tout cas, ils s'en imprègnent. Et une chose qui est sûre, parce que vous me dites, j'ai tout à l'impression de me ça. Ça, c'est vraiment important. C'est la même chose quand j'entraîne les présents. Je vois que les trichent pas, ils prennent beaucoup de plaisir à jouer. Moi, c'est la seule chose qui m'importe, quand même. Que ce soit qui se régale dans ce sport, qui kiffe, j'aime, c'est ça, et que ce soit de bonnes personnes. C'est ça qui importe. C'est déjà dans mon groupe. À chaque fois, je trempe des gamins pour les petits qui sont de bonnes personnes, mais peut-être que il y aura 25 qui sont passés en même temps, et ça sera parti après. Pour les grands, c'est autre chose. Mais donc voilà, pour moi, c'est important. Et d'un point de vue sportif, c'est la mise en progression. Essayer vraiment de les apporter, de leur apporter un maximum de savoir-faire sur la sensibilité rugby. Parce qu'on parle de rugby, en fait. On parle de rugby. Et ça, c'est là où je suis bien plutôt chanceux, c'est que mon métier, finalement, par rapport à mon diplôme, c'est quelque chose de comme ça, pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. Ouais, c'est vraiment une chance par rapport à ça. Et l'évaluation, l'auto-évaluation et la remise en question, c'est primordial pour moi. Un joueur, comme une personne, il doit être capable de se regarder à la glace et de regarder et de voir vraiment ce qu'il fait. Sur ça, par rapport à ça, en fait. En tout cas, sur sa performance, sur ce qui est. Généralement, si c'est la même personne dans la vie et au travail, c'est déjà pas mal. Hein. C'est un joueur rôle, à un moment donné, on va être démasqué et ça risque de blesser. Ça risque de blesser une forme correctement, mais on essaie de les au même par rapport à ça. Comme je l'ai la valorisation, évidemment, on est souvent, les managers, les entraîneurs, on est souvent en train de dire ce qui ne va pas. Moi, j'ai envie de dire ce qui va bien, d'essayer de tenter. Et voilà, après, quand ça jette un ballon, des fois, ça peut comme ça. Et maintenant, donc c'est important, la moralisation, il y a vraiment des règles qu'on a mis en place, un comportement à avoir. Encore une fois, on va faire un droit à Faro, ça va bien passer, on va faire un podium, bien sûr on va faire une collègue après, parce que c'est essentiel pour la collision, et je crois que c'est pour ça, et qu'il y a des collègues qui m'arrivent demain, ou parce qu'il a fait un petit peu de garde à vue, ou parce qu'il s'est bagarré, ou parce qu'il a surtout, j'ai tout ça là, non, c'est bien, partout. Et je l'ai jamais eu en 3 ans que je tienne, c'est la sanction. C'est la sanction. Mais voilà, enfin, on est capable de faire des choses, on est quand ça ne fonctionne plus, on est capable de le dire. Laurent, sur cette diapositive, je t'ai pas intéressé pour le 4. Comment on fait l'évaluation, l'auto-évaluation, la remise en question pour que ça se transforme en, comme vous le dites, en un outil de motivation, pour remotiver les gens, comment vous faites au quotidien? Donc, nous, sur l'évaluation, on a des grilles de statistiques, de data. On a quand même envie de jouer avec le GPS aussi, donc même les autres sont quand même contents de voir. Donc déjà, là, sur le GPS, nous permettent de voir des valeurs data sur plutôt sur le physique, sur plutôt les compétences physiques et athlétiques du rendement de joueurs sur une équipe. Ensuite, il y a l'évaluation, c'est de savoir s'il est actif, s'il a bien joué, s'il a pas bien joué. À un moment donné, c'est visuel, c'est expertise, il faut essayer de mettre en place et essayer de voir pourquoi il n'est pas arrivé, pourquoi à un moment donné il a été bon, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, à ce tournoi, à ce match-là, il a été bon, qu'est-ce qui a fait que la préparation dans ce match-là a été bon, essayer de réfléchir à ce qui s'est passé pour que là on a été performant, on a été performant. Donc ça, c'est plutôt informel, c'est quelque chose qui va être sur le dialogue, à part pour les data, c'est quelque chose on arrive à en sortir. Ensuite, de l'évaluation, après tout le tournoi, moi je demande aux joueurs sur 4 points de me rendre et la note est pour les secondes. Donc, je ne veux pas qu'ils soient capables, qu'ils me disent j'ai mis 4, 6 ou 2, mais je ne veux pas qu'ils me mettent 6, 6 ou 9. C'est-à-dire, à un moment donné, si le gars il a été bon, je veux qu'il soit capable de le faire bon. Mais pour ça, il faut le chambrage de l'autre côté. Parce que s'il y a les autres qui disent ouais, c'est bon, ça fait ça aussi. C'est relou, en fait, quand on vit ensemble.
C'est-à-dire qu'on doit être capable de dire, oui, on a été bon, il est formalisé. Oui, on n'a pas été bon. Il me semble que si on est transparent, encore une fois, on est capable de pouvoir avancer. Moi, ça me permet aussi, quand même, j'ai l'auto-évaluation qui m'envoie l'auto-évaluation des joueurs, de savoir s'ils sont à la plupart aussi. Donc, en fait, j'essaie de les accompagner pour qu'à leur tour, quand ils ont 30, 35, ils puissent aussi avoir des outils à former, qu'ils soient dans le métier du sport ou pas, juste dans le métier d'une personne. Mais moi, je souhaite, quand je fais les stages pour les enfants, c'est mes joueurs qui m'ont. Donc, en fait, je leur mets aussi une petite mission de leur formation chez les jeunes. Et ensuite, la remise elle est pas malade. Parce qu'on a fait une fois, ça y est, c'est arrivé. Et pour ça, on a essayé d'avoir des recherches sur les grands champions, c'est ce qui arrive après. Comment ils ont fait pour être grand champion? C'est celui qui gagne une fois, mais Raphaël Nadal, comment il a fait pour être une fois? Comment ils ont fait pour être tout le temps au top? Parce que moi, ce qui importe, c'est d'essayer de se forger un mental de champion pour être champion. Si on fait du sport, si on fait du sport, on a dit, on n'a pas quand même si on demande sur la société et sur le fait de faire avancer le monde, hein, on est juste nous à notre place, c'est de faire du sport, et c'est de rendre les choses mieux dans notre contexte et dans notre environnement. Donc, nous, ce qui est important pour les garçons, c'est essayer de se forger un mental de champion, et on a recherché, et ensemble, on a essayé de trouver un petit peu des éléments pour mettre en place. Pour moi, c'est de mettre en place une objectif d'entraînement. Pourquoi on s'entraîne? Pour quelle raison? Dans quel secteur on doit s'entraîner? Est-ce que notre point fort, on le fait grossir encore plus? Est-ce que le point faible, on essaie de faire un point fort? Moi, un point faible, ça sera le même point fort. Donc, c'est le point fort de chacun. Et le parallèle que j'ai sur l'universel aussi, c'est avec le volet. En fait, ce volet, il y en a des personnels, il est tout seul, le volet, en fait. Si à chaque fois, on est tout seul. Donc, l'universel, c'est pareil. Il y a des fichiers, il est tout seul. Il y a un ballon, mais le moi, je crois que pour être un champion, il faut se libérer des regards des autres. C'est-à-dire arrêter d'être des moutons un peu, essayer de tenter de nouvelles choses. Nous, on est arrivés, quand on est arrivé sur le circuit, on est arrivé, on était du bébé. On n'était pas de toute façon, Paris et Périgord, avec tout le respect que j'ai pour toutes les façons. On était des bébés, on représentait les bébés. Périgord, vous voyez la réflexion, de faire un grand net. Non, il y a souvent une petite façon qui colle et qui font, c'est super. Et nous, en fait, c'est essayer de rendre le truc un peu plus professionnel. Et du coup, quand on arrive, en fait, là, il faut essayer de le lever et faire pour ce que nous, on a envie de faire. Parce que nous, voilà, moi, les autres font ça. Et c'est ma philosophie un petit peu, c'est que nous, en façon, on regarde tout le monde et après, on verra. Être patient, ça paraît comme ça, on est un champion là-dessus. Non, c'est pas comme ça. J'aurais aimé que ça soit être un peu moins patient, c'est un défaut que j'ai, mais malheureusement, je ne dis pas ça. Justement, comment on construit, comment on projette? Comment on arrive à leur dire, bon, cette année on fera ça, l'année prochaine. Ah ben, la première année, j'ai dit qu'on allait. Non, après, les objectifs soient vraiment collés. Les objectifs, c'est de jouer tout le tournoi pour essayer de chercher un podium. C'est déjà, tout simplement. Et si on arrive à jouer un maximum de podiums, et sur les podiums, il y a des fois où on sera troisième, des fois où on sera second, mais souvent on sera premier. Et si on arrive à la saison dernière, on avait 3 tournois, on a fait 5 podiums. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'on s'entraîne à être bon, en fait. S'entraîner à être bon, s'entraîner à gagner, s'entraîner à avoir un scénario, réfléchir à ce scénario, c'est-à-dire que le rugby à 7 le permet. L'année dernière, sur notre tournoi final, en fait, il y avait un scénario assez incroyable, c'est-à-dire qu'il fallait un concours de circonstances pour qu'on tombe exactement sur le but. Ça mère, qu'on tombe sur ça. Alors, parce qu'on a déconné avant, on a pu gagner, mais on s'est fait perdre. Et sur la demi-finale et la finale du circuit de l'année dernière, on gagne 2 fois après les arrêts de jeu, alors qu'on était derrière au score, en tenant le ballon peut-être 4 minutes à chaque fois, c'est quand même assez incroyable. Et ça n'empêche pas qu'on a eu mené 19-0 et on a perdu. Pardon. Donc, réfléchir à tous les scénarios. Mais en fait, en vrai, on est un peu plus sérieux. Si on met une logique d'entraînement, si on se dit la derrière nous autres, si on n'est pas patient, on ne pas exclure le risque de l'échec, réfléchir à tous les scénarios, et la dernière, elle va être un peu drôle parce qu'ils n'ont pas tous compris, il a fallu pas réfléchir sur le temps. C'est se libérer des dogmes sociaux. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire au départ.
Mais en fait, je le sais. Ça aussi, ça va avec un peu le regard des autres. Et donc, pour moi, hein, en fait, c'est la définition que je mets, en tout cas, mais parce que il y en a qui disent qu'il faut le faire comme ça, il faut le faire comme ça. Mais si on fait tout le temps comme les autres, on sera tout le temps derrière, en fait. Mais si on ne fait pas à un moment donné notre propre jeu, notre propre façon, on sera toujours derrière. Et en déplaise à certains, c'est une parenthèse, je suis à 100% pour l'UBB, j'espère que l'UBB sera champion, mais je peux en tout cas respecter que ce que fait le depuis ces années. Pour moi, le Stade Toulousain, ils ont tout compris, ils ont 10 ans d'avance sur les autres clubs. Mais tout le monde est rappelé, ils essaient de copier. Et de continuer à copier, tout ça. Pour moi, c'est ma stratégie aussi. C'est d'essayer de regarder la norme, de tenter de nouvelles choses, d'essayer de mettre. On met pas sur le même encore une fois. Donc, et ensuite, s'accorder le droit de réussir. Voilà. Pourquoi on n'arrive pas? Si on respecte encore une fois tout le cercle de performance et tout ça, si on arrive à tout mettre en place, et on arrive à le mettre en place, ça fonctionne. Et je l'avais laissé, parce que, à mon avis, c'est quelque chose d'important dans plein de cas de figure, et certainement autre que dans le sport. La résilience, je crois qu'on devient résilient comme on devient champion. Et en début de saison, Yannick Bru vous avez dit ça lors de séminaire aussi, c'est que les efforts ont été le temps, si vous voulez, entre le bonne gouvernance et la justice, il me semble qu'on n'arrivera pas et que ça bloquera un moment donné. Je l'ai laissé, je crois qu'on arrive à la fin. Et puis, de confiance, moi, sur lequel j'essaie de m'appuyer au long de l'année, c'est tout le temps affiché partout, c'est l'état d'esprit, l'équipe premier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dur ça, parce que moi, j'en ai beaucoup, je les aime les joueurs, en fait. Je mets beaucoup d'affect avec eux, mais à un moment donné, à la finale, il y en a un, deux ou trois, je ne vais pas le prendre. Parce que je peux prendre 13 joueurs, je peux prendre le reste. J'essaie de l'expliquer en étant le plus juste, le plus loyal possible. Si tout le cheminement a été fait, qu'il y a une auto-évaluation, ça arrive, mais bon, forcément, par moment, ça bloque. Mais je vais vous dire, c'est plus difficile de dire un petit peu présent, mais après, je vais finir avec cette école, que de dire dans la minute qu'il ne va pas jouer. Ça, c'est quand même plutôt difficile. Jouer les uns pour les autres, hein, c'est comme ça c'est le sport, hein, s'entraîner, collaborer, communiquer, travailler dur, rien lâcher. On a changé il n'y a pas longtemps être un cannibale. Mais pareil, hein, ça c'est pas le premier degré, hein, on n'est pas des tueurs, on n'est pas des cannibales, c'est juste l'image. Non, c'est juste que l'année dernière, avant c'était Michel et la classe. Mais je me suis dit c'est un peu border, je me suis dit cannibale parce que cette année, on a juste on a envie de tout gagner, on a envie de tout rafler, parce qu'il nous semble qu'il nous donne que cette année, on peut être en mesure d'être convaincu de notre philosophie. C'est de faire évaluer le jeu, notre jeu, valider, défendre pour attaquer en l'occurrence du sportif, mais je crois que ça peut s'appliquer dans une boîte, je crois, ça peut s'appliquer partout, je sais pas, hein, j'ai pas tout fait, donc je peux le savoir. Et ensuite, envoyer des signaux forts quand on y est, hein, c'est la confiance collective, c'est-à-dire que si les autres nous regardent en disant, vous arrivez, ils sont forts, oui, il est fort. Je parle pas parce qu'on va faire drôle. Donc, c'est ça qu'il faut. Mais oui, c'est déjà un match de 14, un match de rugby à 7, pardon, dure 2 fois 7 minutes, 14 minutes. Donc, si l'équipe, elle met déjà 5 minutes à rentrer un match, il ne faut pas avoir le 1 à 0. Il y a longtemps qu'il claque un petit peu des genoux et qu'il ne pas qu'on joue sur ça. C'est du bluff, c'est un jeu de bluff, c'est un jeu de malice. Il y a un cas? Non, pas un cas, c'est un blindé. Chaque culture, non, on essaie de respecter les enfants, d'avoir de l'humilité aussi, parce que l'humilité, c'est la stratégie de Roseau. On le parle, et s'il y a un manque d'humilité, on va prendre la figure. Donc l'humilité, à chaque fois qu'on voit en top 14, les médias, quand ils disent, lui, il ne fait pas gérer machin, après, il prend la figure. Donc, l'unité, c'est important, la détermination, et puis 7 minutes, 2 fois 7 minutes. Je prends l'exemple pour ça aussi du tennis, c'est qu'au tennis, il dure 4 heures, parfois ils font des rallyes de je ne sais pas combien d'échanges, en mettre des balles à ça de la ligne, et avec mon père dans le point, à un moment donné, ils doivent défendre dans les points en disant que je vais me faire. Donc en fait, ils sont capables de se remettre en question rapidement, ils sont capables de commencer fort à définir fort. Nous, si on fait tout bien en 7 minutes, en gros, si on tient le ballon pendant 7 minutes, ce qui n'est pas possible, on ne peut pas perdre. Donc, en fait, on essaie de faire ça. Des fois, les équipes n'arrivent pas à voir. Des fois, elles sont fortes aussi. On peut perdre. Voilà. Et ça, c'est pour terminer.
Le projet de jeu, c'est notre philosophie, en fait. C'est que nous, l'adversaire, en gros, je m'en fous. D'abord, si nous, on est très fort sur nous, si nous, tous, à l'intérieur, on a beaucoup de collisions. Je prends l'exemple un peu pour certains qui connaissent FIFA un petit peu. Sur FIFA, alors on recrute et tout ça, il y a les cercles verts, les traits verts, jaune, rouge. Moi, je sais que tout soit vert. Et quand tout ça est vert, généralement, l'équipe, les résultats, ils suivent. Évidemment, être prêt physiquement, être prêt précis techniquement. Et si on fait les choses correctement à chaque fois, voilà, ça nous importe peu. Et notre ADN, pour terminer sur ça, c'est qu'on n'a jamais rien lâché, on a toujours défendu ensemble. S'il y a un qui m'a mis le placage, parce que ça arrive de faire des erreurs, je n'ai pas le temps de dessus, ça arrive, c'est comme ça. S'il y en a un autre qui peut le faire, et ensuite, si on joue vraiment ensemble dans un bloc, on ne voit pas comment on pourrait le faire. Pour moi, c'est connaître son adversaire, et surtout si on se connaît vraiment, on sera invincible. Merci pour vous, merci de votre attention. Et vous pouvez suivre nos exploits. Voilà. J'essaie, franchement, c'est pas mal du tout ce qu'on a fait. On espère créer de nouvelles compétitions en plus du fait que je gère mon équipe. On est l'influence de FFR. On est quand même très appuyé avec leur qui soutient énormément. Et le fait d'avoir aussi des grands chefs d'entreprise, forcément valider le projet, et en tout cas notre conception et nos convictions. Donc d'être aidé par rapport à ça, c'est plutôt cool. D'un point de management, je savais pas ce que c'était trop, je savais même pas si j'étais capable d'être un manager en fait. Je fais un peu le syndrome de l'imposture, je me rends tout le temps, je sais pas une fois pourquoi je suis là, moi. À 16 ans, je suis apprenti maçon. Des fois, ça revient en tout cas. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Et du coup, on essaie de manière un petit peu par rapport à ça. Puis, rien ne s'interdire, quoi. Il me semble que si on veut croire en ses rêves, ben, on a au moins le mérite de croire. Que si on ne croit rien, en fait, ça s'arrête. On essaie de tout ça déjà à mon groupe et surtout aussi à ma famille, en tout cas, qui sont aussi présents dans le développement de ce projet parce que c'est pas rien, c'est du temps. Je passe beaucoup de temps quand même au bureau, sur le terrain, à regarder des outils. Donc si je ne fais pas comme ça, il faut que forcément ça ne fonctionnera pas et pour que ça fonctionne, j'ai aussi besoin de. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Laurent, pour cet éclairage. C'était vraiment très intéressant cette phase. Et puis, comme je disais à Laurent mardi, là, on est rendu dans la recherche, on partage effectivement beaucoup de valeurs avec des valeurs de vie, qui sont cet engagement, cette façon de transmettre la passion, de faire de la cohésion dans les équipes et effectivement de leur dire, ben là, ça, c'est possible. Il y a 2 ans, au début de mon projet, il a fallu que je prenne un stagiaire en effet, à piloter aussi le projet parce que tout seul, c'est pas possible. Et à ce moment-là, j'entraînais donc à Florac, qui me permettait de voir des joueurs amateurs aussi, et il y avait un jeune Marcelin, pour le citer, Marcelin Sego, il adore le 1, et lui, il adore le 7, et il dit, tu n'auras jamais les bons. Et en fait, il était en finit son master 2 à la STAPS, et il était dans les cartages, justement, machin, tout ça. J'ai demandé si ça l'intéressait. Et il m'a dit tout de suite, ça fait 2 ans qu'il travaille avec moi, sur les plans militaires et aussi par la physique de table de Portugal, à 15. Il est incroyable parce qu'il m'apporte quand même tout un cadre que j'avais pas, c'est quand même un cadre assez psychologique qui me permet de cadrer, de pouvoir bien situer les idées, ce que j'ai pas forcément. Du coup, il y a beaucoup d'espace. Moi, je prends quand même pas mal de place et j'ai quelqu'un qui arrive à me gérer et on pilote tous les deux, donc c'est vrai que moi je suis là, mais Marcelin compte vraiment beaucoup pour moi parce que je n'arrivais pas s'il n'était pas à côté. J'ai réussi à trouver en tout cas mon double par rapport à ça, qui était plutôt très câblé, très posé et froid. Comme ça, moi je peux rugir souvent. Voilà. Bon, c'est bon.
avant que les participants au ISS changent là. J'ai vu Jérôme qui passait avec des béquilles, j'espère qu'il n'était pas prévu. C'est l'échauffement. J'espère qu'il n'était pas prévu dans les équipes de l'ISS. Qu'est-ce que c'est l'avenir de ces jeunes? Beaucoup vont rester dans la filière biathlète. Comment ça se... Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup d'avenir pour certains joueurs, parce que je pense que des conditions. Pour l'instant, il n'y a quand même pas trop d'argent pour eux. On arrive quand même à leur donner un petit défraiement. L'année dernière, pour un joueur qui a joué le tournoi, il a pris 1 500 €. C'est pas 10 ans de micro, mais un jeune étudiant qui arrive jusqu'à Noël avec 1 500 €, c'est cool. L'idée, c'est que ça puisse ouvrir les portes et former quand même un peu plus. C'est un vrai accélérateur de formation à l'université, parce qu'on travaille quand même technique, capacité aérobie, intelligence, même d'un point de vue mental, c'est quand même le jeu. C'est quand même un jeu énergivore, mais ça demande une portion de position aussi. Donc c'est vrai qu'on a moins de trentenaires que de jeunes de 20 ans. Ça demande quand même des efforts. Donc après, avec nos partenaires, on arrive à trouver des formations et on arrive aussi à les faire rentrer des formations. On avait un joueur en ligne qui était dans le génie civil, il est rentré chez Fagat, Pierre, un autre jeune qui est il est aussi ingénieur en aéronautique. Donc on arrive aussi à trouver pour ces joueurs-là un avenir. Et puis pour certains, peut-être là cette année, on a 5 sélectionnés dans les équipes de France développement qui jouent chez un droit de sécurité, la Coupe du Monde universitaire. Et dedans, on a des personnes, donc c'est bien aussi pour eux, et que des garçons qui n'ont pas suivi le cursus pour moi, puis c'est peut-être amené à un nouveau niveau. En tout cas, aujourd'hui, ces garçons, ceux qui ont la vingtaine, c'est ça leur rêve, en tout cas. Donc on le sait depuis de temps en temps, les joueurs, ils ont 23 ans, 24 ans, ils savent que s'ils n'ont pas touché au niveau, ça sera terminé. Et comment faire pour garder quand même un niveau sur une cette peut permettre, ça peut ouvrir d'autres horizons, monter aussi sensiblement le niveau de la région du amateur. J'ai quand même, je ne l'ai pas marqué, mais l'année dernière, 9 clubs du côté. En finale, j'ai 6 clubs représentés, que ce soit Saint-Léonard, Flora, Clermont, Salle, Yann aussi, peut-être d'autres. Donc il y a quand même de la formation, ça fait quand même travailler aussi ça. Puis, Ouais. Et sur les blessures, c'est un gros sujet, il y a beaucoup. Alors, c'est moins accidentogène que le 15, parce qu'il y a quand même des zones d'affrontement qui sont moins violentes, il n'y a pas des gabarits sur des anneaux. Ouais, c'est plus coureur. C'est plus coureur, mais sur le croisé, ça arrive. L'année dernière, au premier tournoi de la saison, à la même période, un croisé, il est pour le bureau. Pour les tournois. Puis ça commençait bien. Puis, à l'extension sur la finale, j'avais le jeune Baptiste de Langon. Dernière action du match, un mauvais appui, il fait le croisé. Et puis, sur les croisés d'entraînement. En fait, dans le sport, le récilier, on a un suivi, on a un kiné quand même affilié, qui ne travaille pas au club, mais qui est intervenant. On a un suivi quand même avec les scènes du bébé dessus, si on peut avoir IRM dessus. Donc voilà, on essaie de se le faire comme ça. Toutes les actions de communication dont vous avez parlé là, initialement, vous appuyez sur l'UBB qui fait ça. C'est du plateforme, la gestion. C'est la communication de l'UBB. Cette année, on a pris une jeune stagiaire pour faire toute la communication. L'objectif on aimerait bien 2025, c'est de devenir indépendant, en fait, une association indépendante dans l'association. C'est-à-dire qu'on soit tout le monde, on soit capable de pouvoir faire aussi de la création d'emplois. Bien fait, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, on s'est rendu compte en faisant des tournois comme à Dubaï, comme à Hong Kong, dans plein d'autres endroits, il y a 100% de l'équipe anglo-saxonne, 0 équipe française. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, la France, elle doit être représentée sur des tournois comme ça. Et pour indication, c'est une équipe de stats quand même. Toutes les équipes qui ont été championnes du monde à 15, il y en a pas 50, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, les 4 ans, elles ont toutes gagné le circuit World Series, c'est-à-dire championnat du monde.
La France n'a jamais gagné de circuit, mais jamais de champion du monde. C'est-à-dire que les anglo-saxons sont quand même plutôt très en avance sur l'activité en 2007. Néanmoins, au sein de la fédération, les équipes de France sont quand même très performantes. Les féminines sont élitistes déjà, sont déjà médaillées d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et les garçons ont fait un gros travail depuis 4 ans en essayant d'attirer des joueurs qui ont potentiellement le niveau de jouer en top 14. Mais encore une fois, pour une forme de compétition, voir les meilleurs du top 14. Comment? Voir les meilleurs du top 14. Ouais, ça c'est vraiment un super coup, mais au-delà de com, je crois que c'est un point tout simplement de faire les Jeux Olympiques, là, il y a plutôt le morphotype pour être c'est meilleur, de toute façon, être à l'aise, mais s'il venait à être médaille olympique, voire champion olympique, et ça je vois que ça peut devenir un Michael Jordan. Il me semble que si Antoine Dupont, enfin, il sera encore dans la forme d'âge à la prochaine Coupe de la 15. Je pense qu'il faut qu'il donne là. C'est quand même en train de devenir un sacrifice permet d'être international avec tout ce qu'il fait. Et c'est très bon pour le pays français. Il faut savoir quand même que le technicien français à l'étranger avait zéro valeur, je ne sais pas si c'est temps, alors que le DS, c'est un diplôme beaucoup plus haut, tous les diplômes en fait internationaux. Donc ça c'est paradoxal, mais tout simplement parce qu'il y a quand même une barrière de la langue dans les pays anglo-saxons émergents, comme aux États-Unis ou au Canada. Les États-Unis, on est à 7% trop. Il commence à y avoir des Français, mais ils ne sont pas bilingues, les Français. On essaie de plus en plus parce que de toute façon, pour avoir de bons joueurs, et l'équipe de France aussi performante, forcément, il faut être capable de dialoguer, de communiquer avec les gens. Et les arbitres qui sont internationaux, on fait des joueurs. Très jeunes, on leur écoute quand même parler anglais. Donc on parle anglais un peu, mais on est en France quand même. Voilà. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Je m'appelle Pierre Gélis, je suis directeur de l'Institut. Moi, j'adhère. Merci. Ah, mais écoutez. Désolé. Non, mais. J'étais en réunion qui a débordé. C'est pas grave. Moi, par contre, il est 17h, je vais rester un peu. C'est l'entraînement. L'entraînement, et si j'ai pas mis de prendre un rocade. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu. Je vais mettre le bord. Oui, c'est ça. Oui, bon, écoutez. On va pas vous retarder.